Madame Audibert. Il est là, mais il est devenu. Monsieur Baudet. Madame Chambaud. Monsieur Moreno. Madame Bérard. Monsieur Charoton. Il a donné pouvoir à M. Chenevin. Madame de Palens. Monsieur Mascaro. Madame Carardi. Monsieur Lebert. Monsieur Chenevin. Madame Lévy. Monsieur Léoni. Monsieur Trouillas. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Ginetelli. Elle arrive. Elle est Monsieur Tanguy. retenue à l'hôpital, elle arrive. Monsieur Tanguy. Tanguy, pas Tanguy. Il a donné pouvoir à M. de Saint-Cernet. Monsieur Gutiérrez. Madame Jouve. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Présent. Madame Manzanares. Monsieur Brochot. Présent. Madame Guisa. Monsieur Pardigon. Présent. Madame Fortias. Elle a donné pouvoir à M. Pelletier. Monsieur Pelletier. Madame Moussaoui. À M. Do, pouvoir. Madame Pascal Cerny. Madame Védy. Elle a donné pouvoir à M. Lebert. Madame Leyec. Madame Dir. Monsieur Pélissou. Madame Vaillant. Elle a donné pouvoir à M. Brochot. Madame Béramasson. Moi-même. Monsieur Do. Monsieur Koutsef. Présent. Madame Roussel. Madame Savarly. Monsieur Navaran. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Elle a donné pouvoir à M. Leroy. Monsieur de Oubeda. Présent. Monsieur de Palens. Présent. Et Madame Chouti. Présente. Merci Marisa, on peut donc valablement délibérer. Je vais, si vous le permettez, mettre au voie le procès verbal de notre séance du 27 octobre et le compte rendu des décisions. Il n'y a pas de remarque, je les mets au voie. Qui est pour les approuver, qui est contre, qui s'abstient. Ils sont approuvés et je vous remercie. Le premier dossier, mes chers collègues, c'est la présentation du rapport sur la situation de la ville de Toulon en matière de développement durable de l'année 2022, dossier qui doit passer avant le débat d'orientation budgétaire. Ainsi, la loi sera respectée. Avant de donner la parole à notre collègue M. Mahali, pour la présentation de ce rapport de développement durable, je voudrais rappeler ici la nécessité absolue pour chaque commune de poursuivre désormais son développement de manière durable, car il en va de l'avenir de la planète. Même si les grandes tendances mondiales se discutent dans des instances comme le G20 ou la COP27, il n'en demeure pas moins que les communes sont les premiers acteurs en matière de développement durable et les communes ont un rôle moteur à jouer dans cette dynamique, rôle que la ville de Toulon a décidé d'assumer depuis des années. Le développement durable est une stratégie de long terme et toutes les actions qui permettent de sauver notre planète doivent s'inscrire dans la durée. Ces actions doivent être conduites dans un esprit consensuel, volontariste et positif. Elles ne doivent pas être punitives, dogmatiques. Elles ne doivent pas être synonymes de déclin ou de privation, mais au contraire, elles doivent être vertueuses, productrices de richesse, tout en étant respectueuses de notre planète. Le développement durable ne donne pas matière à agitation et effet d'annonce. Et même si la crise actuelle donne un éclairage nouveau sur cette problématique, nous les maires, et je parle comme certainement les 36 000 maires de France, nous ne l'avons pas découvert en 2022. Effectivement, le maire doit au quotidien toujours rechercher où qu'il soit, petite ou grande commune, le juste équilibre entre la protection de son environnement naturel est essentiel et le développement de l'activité économique qui est aussi créative d'emploi et de bien-être social. Les communes sont le premier échelon du constat du dérèglement et le premier rempart contre les catastrophes pour protéger au mieux nos populations. Hélas, ces catastrophes sont toujours trop nombreuses. Le GIEC
groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, affirme que 50 à 70% des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique se jouent à l'échelle locale. Les maires, vous l'avez donc bien compris, quand je dis les maires, c'est les maires et le collectif et leurs conseils municipaux ont un rôle fondamental à jouer en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Cette volonté de protection des populations est une priorité absolue depuis toujours dans nos choix de développement de notre ville. J'en veux pour exemple des efforts pour améliorer la qualité de l'air, je vais y revenir, et la santé publique des habitants. Grâce aux différentes actions menées par les partenaires institutionnels et par la métropole, des actions de mesure ADMO-Sud, c'est l'organisme délégué par le gouvernement à la matière, montrent aujourd'hui des diminutions importantes des émissions de polluants de l'ordre de moins 30% depuis les années 2000 sur notre territoire. Et depuis 2018, plus aucune station de mesure ne dépasse la moyenne annuelle réglementaire en oxyde d'azote sur notre territoire. Ainsi, l'agglomération toulonnaise n'est presque plus concernée par le dépassement des seuils réglementaires. Comparative à ses voisines méditerranéennes, comme l'atteste le plan de protection de l'atmosphère élaboré par la préfecture du Var. Par ailleurs, Toulon a été mis en l'honneur par la presse nationale. Le magazine Objectif Métropole de France a publié une étude sur l'indice du patrimoine arboré des 25 plus grandes villes françaises, et Toulon arrive en tête avec 52 mètres carrés de patrimoine arboré par habitant hors Faron. Cela d'ailleurs confirme les précédentes études publiées qui ont été sujettes à bon nombre de commentaires publiés depuis de nombreuses années. Et l'effort va se poursuivre puisque pour l'année 2023, la ville a prévu de planter 504 nouveaux arbres, que ce soit dans les parcs ou jardins ou en bordure de voirie. La qualité de l'air, les plantations d'arbres, ce ne sont que des exemples, mais je pourrais également vous parler de l'économie d'eau, de la protection du littoral, de la déperméabilisation des sols du domaine public. Les mesures sont nombreuses, variées. Et avant de laisser la parole à Maître Maladi, je vais vous donner les données publiques de la qualité de l'air à Toulon. Il y a sur la ville 3 stations. ADMO-Sud a installé 5 stations sur le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée et 3 sur la ville de Toulon. Je ne peux pas dire qu'il les a installés à des endroits où la qualité de l'air est la meilleure. C'est là où il y a des problèmes. Oui, une à Claré, une station à Toulon-Fauche, avant de rentrer à Villevieille, vous savez, ce carrefour où il y a de nombreuses voitures, et une station installée sur le toit de la DTDM à proximité des ferries. Voilà. En analysant les résultats des données de 2011 à 2021, c'est des données qui sont à la disposition de tous. On constate une baisse de 44,69% du taux moyen annuel d'émissions de NOx à Toulon depuis 2011, contre 38,32% en moyenne dans la région. La métropole est en dessous des seuils réglementaires depuis quelques années pour la plupart des polluants. Depuis 2018, plus aucune station de mesure ne dépasse la moyenne annuelle réglementaire en oxyde d'azote. Les mesures de NOx en package, je parlais de la comparaison qu'on pouvait faire avec, entre autres, nos voisins. Je disais qu'à Toulon, l'évolution, c'est de moins 44,69%, contre 38,32% en moyenne dans la région. Nous avons un taux de 62,5% de dioxyde d'azote sur Toulon. Marseille est à 86,5%. Aix, Nice, Avignon, Gap
on a la baisse la plus importante avec 44,69%. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction de cette délibération ô combien importante et essentielle. Maintenant, je passe la parole à Maître Mahali. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cela devient une tradition en cette période de fin d'année. Nous vous présentons aujourd'hui un rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2022. C'est parce qu'il est primordial de développer notre ville, mais pas de n'importe quelle manière. C'est parce qu'il est primordial de préserver notre environnement en répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs que nous nous engageons tous les jours. À travers ce rapport, la ville de Toulon réaffirme son engagement pour la protection de l'environnement, la préservation des ressources et de son cadre de vie, et ce pour le bien-être de tous. Nous n'avons pas attendu l'actualité climatique pour réagir, et nous le faisons avec nos moyens financiers, avec nos moyens matériels et avec nos moyens humains. Comme de coutume, ce rapport illustre, comme vous avez pu le noter, de façon non exhaustive, les actions menées sur le territoire au cours de cette année 2022. Permettez-moi de vous rappeler, afin de bien cerner le sujet, que le décret du 17 juin 2011 précise que ce rapport doit reprendre les 5 finalités du rapport de développement durable, à savoir la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Mes chers collègues, c'est toujours avec un plaisir non dissimulé que je vais mettre l'accent sur certains points. Monsieur le maire, vous l'avez indiqué, Toulon se mobilise dans la lutte contre le changement climatique et en faveur de la protection de l'atmosphère afin de renforcer la qualité de l'air autour des ports et ainsi mieux lutter contre la pollution. Toulon, grâce aux avancées technologiques, sera le premier port de Méditerranée à électrifier tous ses quais de croisière et a l'ambition de devenir l'exemple à suivre, ce qui permet ainsi à la ville de s'inscrire dans le plan régional Escale zéro fumée. Les travaux sont d'ailleurs en cours. L'actualité est à la sobriété énergétique. Toulon n'a pas attendu pour mettre en place une stratégie ambitieuse quant à l'utilisation raisonnée et raisonnable des énergies et des ressources naturelles. De façon concrète, à l'échelle des bâtiments communaux, la mise en place de différentes mesures aura permis de réduire la consommation de chauffage de 30%, la consommation d'électricité de 18% et la consommation d'eau de 34%. La ville affiche clairement comme objectif de réduire les consommations d'énergie de tous ses bâtiments communaux à hauteur de 40% d'ici 2030 et 50% d'ici 2040. Systématiquement, dans le cadre de la rénovation de groupes scolaires, la ville vise à améliorer le confort d'été et augmenter la performance énergétique des bâtiments. Un projet d'envergure voit d'ailleurs le jour afin de végétaliser nos cours d'école. Lorsque nous parlons d'actions concrètes et durables en matière de développement durable et de protection de l'environnement, le plan local d'urbanisme, le PLU, a un rôle fondamental à jouer. Aujourd'hui, le PLU impose, par votre volonté, monsieur le maire, l'intégration de panneaux photovoltaïques dans les projets de plus de 1000 m², l'obligation d'installer des cubes de récupération des eaux de pluie sur les collectifs, l'obligation de créer un pourcentage de places de stationnement éco-aménagées et une augmentation du pourcentage d'espaces de pleine terre pour les nouvelles constructions. Toulon met également un point d'honneur à préserver la biodiversité, les milieux et les ressources, notamment en étant signataire du contrat de baie dont l'objectif est la restauration, la préservation, l'entretien et la mise en valeur de l'écosystème littoral. À travers cet engagement, Toulon s'inscrit dans une démarche globale et concertée pour la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Il est important de souligner que le handicap ne doit pas être un obstacle pour permettre au plus grand nombre de profiter de notre pavillon plage. C'est pourquoi la ville propose un service et un matériel dédié au PMR. Nous vous parlions de la préservation des ressources, aux paroles les actes, 427 km de réseau d'eau rénové, ce qui nous permet une économie de 2,8 millions de mètres cubes, alors que sur la même période, la ville a enregistré 5000 nouveaux abonnés à Toulon. Toulon, c'est la qualité de l'air, la qualité de la mer, mais c'est aussi la qualité de la vie dans la ville. La ville compte plus de 1000 hectares de forêts et d'espaces semi-naturels, ainsi que plus de 1400 hectares d'espaces verts. Toulon, c'est 84 squares et jardins, plus de 15 000 arbres et près de 3000 m² de massifs fleuris. D'ailleurs, dans une logique de préservation de l'environnement, il a été décidé de ne plus utiliser de produits phytosanitaires depuis 2014 dans les espaces publics, et notons que depuis 2018, nous appliquons sur notre territoire la politique zéro phyto. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Toulon a été classée la ville la plus verte de France par la société Kermap, spécialisée dans l'analyse des données satellites. Toulon, selon cette étude, est la ville de 100 à 200 000 habitants la plus verte de France, avec 30% de son patrimoine arboré, et nous passons à 43% en incluant les monts toulonnais.
Une politique volontariste de maintien d'un couvert arboré est programmée avec la plantation de plus de 200 à 300 arbres supplémentaires chaque année. Ai-je besoin de vous parler, mes chers collègues, de cette réussite qu'est le parc de la Loubière? Dédensification, dépollution pour un parc labellisé QDM, quartier durable méditerranéen. Ai-je besoin de vous parler également de la future extension du parc des Lys avec la démolition des bâtiments communaux qui laisseront la place à des espaces verts qui, in fine, aboutiront à la naissance d'un arc vert autour des Lys. Aujourd'hui, à travers ce bilan de développement durable, c'est aussi les actions entreprises par vous, monsieur le maire, car il est important de rappeler que le plan d'occupation des sols, le POS, en 1994, totalisait 1250 hectares d'espaces boisés classés. L'élaboration du plan local d'urbanisme de 2012 a permis de sanctuariser 1351 hectares d'espaces boisés classés, ce qui a permis de protéger 101 hectares supplémentaires de BC, uniquement par votre volonté et votre action, monsieur le maire. Monsieur le maire, les mesures adoptées ces dernières années ont porté leurs fruits, ce qui permet à Toulon l'obtention de nombreux labels, comme par exemple le label Cité éducative, le label Jardin du Las, labellisé Jardin remarquable par le ministère de la Culture, label Terre de Jeux 2024 attribué par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Le développement durable et la protection de l'environnement passent par des actions concrètes de la ville, mais aussi par de la pédagogie auprès de nos enfants. La ville, avec l'aide de différentes associations, intervient régulièrement dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection des différents milieux. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'année dernière, je concluais en rappelant que des dizaines de milliers de mètres carrés d'espaces végétalisés seraient créés dans les 5 ans à venir. C'est ce qui est en train de se faire et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons également renforcer notre politique de tri et de recyclage. À titre d'exemple, la ville a signé il n'y a pas longtemps la charte zéro plastique. Nous allons continuer à développer Toulon dans le respect de son patrimoine naturel et de ses générations futures. La volonté d'inscrire la ville dans une dynamique de développement durable est le fruit d'un travail d'équipe qui mobilise toutes les délégations de cette municipalité sous l'égide de notre maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous l'avez compris, ce rapport n'est pas du greenwashing, mais une véritable stratégie en matière de développement durable. Je vous remercie. Merci. Merci monsieur le maire, merci monsieur Mahali. Quand on vous écoute, tout est beau effectivement et j'ai bien aimé le début du discours de monsieur le maire, si la priorité est sur ça. Mais ce rapport sur 2022, sur la situation en matière de développement durable, est rempli de bonnes petites choses. Mais c'est un peu comme la COP27 et les 26 qui ont précédé. Plein de bonnes idées sont proposées. Mais cela fait bientôt 50 ans que René Dumont a écrit l'utopie ou la mort. Et l'on voit bien à quelle vitesse nous nous précipitons vers un mur qui détruira notre civilisation. Alors il est de devoir de chacun à son échelle, de faire au mieux et de viser l'utopie plutôt que la mort. À l'échelle de la ville, oui, il faut végétaliser les cours d'école, mettre de l'ombre avec des arbres dans toutes nos rues, isoler nos bâtiments communaux, développer les transports en commun et les modes de transport doux pour pouvoir limiter la circulation automobile, limiter la pollution des ferries et des navires de croisière, développer les énergies renouvelables sur notre territoire, réduire la consommation de l'éclairage public. Mais cela doit être fait bien plus rapidement et plus massivement que ce qui est proposé dans ce rapport. À la vitesse de ce qui est proposé, il faudra au moins un demi-siècle pour arriver à une autoconsommation énergétique de nos bâtiments. Je voulais en commission détailler un peu plus ce rapport et proposer quelques actions complémentaires, mais Maître Mahali n'avait pas le temps et m'a demandé d'en parler plutôt en conseil municipal. Je ne vais pas détailler les 28 pages du rapport, mais juste prendre 6 exemples. Le pôle de correspondance pour les minibus, dont vous mettez une photo, est conçu exactement comme un îlot de chaleur. Et nous verrons l'été non seulement les usagers attendre en plein cagnard, mais aussi les minibus laisser leur moteur tourner pour avoir la clim. Toujours page 11, les pistes cyclables. Un manque cruel de continuité est montré du doigt par les associations cyclistes. À quand pourra-t-on dire, comme pour les bus, une piste cyclable à moins de 400 mètres de 90% de la population? Page 12, préservation des ressources en eau. Ces rénovations des canalisations sont très bien, mais je lis que 61% de l'eau potable est tirée du lac de Carcès. Ce lac est en partie alimenté par le Carami, dont 2 sources risquent d'être polluées par le projet de carrière à Mazog. Il est de votre devoir, monsieur le maire, d'invoquer ce principe de précaution et de tout faire pour que notre eau ne soit pas polluée par un projet de carrière, même s'il n'est pas sur le territoire de la métropole. Monsieur le maire, vous avez suffisamment de pouvoir et de relations dont vous vous vantez pour faire obstacle à ce projet. Si cette carrière est créée et que le désastre prédit se réalise, nous vous tiendrons pour premier responsable de n'avoir rien fait pour empêcher cette catastrophe. Page 13, vous comptez les arbres plantés.
Mais dans nos rues, nous voyons beaucoup d'arbres coupés. Monsieur Mahali devait m'en fournir le nombre, mais je ne l'ai pas encore reçu. Page 17, l'illustration de la coulée verte est emblématique. Cette coulée verte est très agréable. Mais ce que vous préférez montrer, c'est la partie la plus bétonnée. C'est étonnant. C'est un peu pour plaisanter, ça. Page 23, comment peut-on se dire ville amie des aînés quand nos parents ne peuvent pas aller dans la vieille ville à cause du manque d'assises pour se reposer de temps en temps? Ce ne sont que des exemples. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il faut profiter de notre épargne pour investir massivement dans toutes ces actions. Et en plus, cela permettrait d'économiser sur notre budget de fonctionnement en réduisant notre facture énergétique. L'augmentation du coût de l'énergie nous donne raison quant à nos préconisations d'investissement sur l'isolation des bâtiments et d'aller encore plus vite que ce que vous proposez. La gestion de bons pères de famille, c'est très bien dans un environnement stable. Mais nous sommes en crise profonde. La guerre est en Europe et la terre brûle. Il faut agir en conséquence. Je vous remercie, monsieur le maire. Laura, je sais que quand je donne des chiffres ou des classements, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas moi qui les fais. Ce loger a fait un classement. Toulon, puisque vous me parlez de ville énergétique, Toulon, ville où la facture énergétique est la plus faible de France. C'est ce loger, oui. 2019. Ah oui. Oui, voilà. Donc, c'est sûr qu'à Besançon, il fait plus froid. Je vous ai pas sur la parole. Autrement, si vous voulez qu'on s'amuse, ça, on va s'amuser. Vous savez très bien que je ne suis pas le dernier à m'amuser. Alors, pour le moment, vous n'avez pas la parole. Veuillez m'excuser. Ok? Allez, c'est très bien comme ça, monsieur Navarre. C'est monsieur Leroy qui a parlé. Monsieur Leroy. Après, je répondrai à monsieur Navarre. Parce que je lui passerai la parole, mais pas avant. Vous me dites, pas des idées, mais du concret. Moi, les chiffres que je donne, c'est pas des idées, c'est du concret. Et toutes les données que je viens de vous donner, vous pouvez les vérifier. Effectivement, écoutez, Toulon, c'est une ville étroite, vous la connaissez, elle est la plus belle de France, mais elle est étroite. Oui, je dis la plus belle de France, parce que le maire qui va dire que son village ou sa ville n'est pas le plus beau ou la plus belle de France. Non. 4200 hectares entre Faron et Méditerranée. Je ne peux pas pousser les murs. C'est une ville attractive, premier port militaire d'Europe, 25 000 marines actives. C'est une ville où le foncier est rare, très rare, et malgré cela, sur les 4200 hectares, il y a 1400 hectares d'espace vert. Trouvez, vous êtes matheux et vous allez faire les conversions, trouvez en conversion la ville de France où, par rapport à sa surface, il y a autant d'espace vert. Hors Faron, vous en trouverez peu ou pas. Donc, moi, je parle des chiffres qui me sont donnés. Ce n'est pas moi qui fais des études, on nous les donne. Après, vous dites, vous vous vantez. Je ne vous vante pas, monsieur Laurent. Vous savez ce que je fais? Je travaille. Voilà. Si vous pensez que si je me vantais, les électeurs m'auraient reconnu depuis 1971, ils ne se trompent pas, les électeurs. Donc, je ne me vante pas, monsieur. Je travaille. Après, bien, mal, j'ai le droit à la critique, j'ai le droit à tout d'ailleurs, pas que la critique, pas. On ne m'épargne de rien, mais je ne me vante pas, je travaille. Du matin très tôt au soir très tard. Ça me plaît, c'est ma passion. Donc, je ne me vante pas. Vous me parlez du lac de Carcès, effectivement, le lac de Carcès alimente, d'ailleurs nous allons y faire des travaux très importants avec la métropole, alimente à l'eau la ville de Toulon, mais vous savez aussi que la ville de Toulon est rattachée au canal de Provence, que s'il y avait un problème dans une de nos sources où on puise ce bien qui est l'eau et qui est de plus en plus rare d'ailleurs, ça se saurait. L'eau qui vient du canal de Carcès et qui est sur nos robinets, moi comme vous, je bois le robinet, je bois de l'eau du robinet qui est excellente. Elle est contrôlée. S'il y avait un problème de pollution, croyez-moi, on ne boirait plus l'eau du lac de Carcès. On
on prendrait l'eau du canal de Provence, ça coûterait plus cher, mais on ne joue pas avec la santé des gens. Donc, il ne faut pas dire que... Alors, Non, mais la carrière n'est pas encore créée. Vous me parlez des carrières. Ça tombe bien, monsieur Leroy. C'était mon canton. J'ai été élu en 1985 conseiller général de ce canton. Et je me suis toujours battu pour préserver les carrières. Hélas, vous pouvez voir dans ces communes que je ne me vantais pas, puisque j'avais la confiance des électeurs et que j'ai jamais fait un deuxième tour d'élection. Je travaillais déjà. Le jour où je n'aurais plus cette volonté de travailler, croyez-moi, je n'attendrai pas que les électeurs me mettent dehors. Voilà. Donc, c'est sûr. Le problème des carrières, on le connaît, c'est le problème de ces carrières qui sont maintenant, hélas, plus des carrières, qui n'ont plus d'activité. Après, essayer de les protéger, moi j'essaie de tout mon cœur de les protéger, c'est plus de mon ressort. Après, maintenant, je suis passé à la ville de Toulon, mais je les ai protégés longtemps. Je ne parle pas des carrières existantes, je parle du projet de future carrière à Mazog. Oui, alors là, vous savez, je ne vais pas m'immiscer dans la commune de Mazog. Mais je suis certain que le maire de Mazog, il a comme le maire des 153 communes du Var, un juste équilibre à trouver entre préservation et développement. Après, je ne sais pas du tout ce que le maire et ce territoire va décider sur la carrière. Mais ce n'est pas à moi à dire au maire ce qu'il faut faire. Il y a des enquêtes publiques, il y a des règles. Et je suis certain que le maire de Mazog les respectera. Il n'y a pas de super maire. Vous savez, le maire de Mazog, il a autant de pouvoir que le maire de Toulon ou que le maire de Ribou. Il est maire. Voilà. C'est pour ça qu'en préambule, j'ai parlé du rôle d'un maire, pas parlé du rôle du maire de Toulon, et tous les maires. Ils sont tous confrontés à ce même souci, développer et préserver. Et voilà, après, il faut trouver un juste équilibre. Vous savez, moi, je l'ai dit à Marseille, puisque j'étais invité au maire de la région, je l'ai dit, vous savez, moi je suis rentré vert dans cette salle, je sors vert. Il n'y a pas de concours de verdure, il n'y a pas un maire qui est plus vert que l'autre. On a notre souci, nos préoccupations, et Dieu sait si elles sont nombreuses actuellement. Et le maire qui n'aura pas le souci de préserver un environnement naturel de qualité, le citoyen ne le gardera pas. Après, c'est difficile. Vous savez, le département du Var est un grand département. Hier, on disait entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le département du Var a dépassé les Alpes-Maritimes. On est plus de 1,1 million d'habitants. Et donc, après, il faut loger les gens, il faut les faire travailler, il faut essayer de trouver des solutions pour tous. Il n'y a qu'à, il n'y a que Faucon, on ne peint pas en vert une partie de la ville. Non, non, non. C'est plus difficile que ce qu'on le pense. Et c'est difficile de la même manière pour tous les maires, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche ou d'ailleurs, pour tous les maires. Voilà. Donc, moi, je respecte le travail d'un maire et donc à Mazog, sur la carrière, je suis certain qu'ils essaieront, et d'ailleurs, il y a une enquête d'utilité publique qui va le déterminer, que le maire choisira la meilleure option pour sa population. Voilà. Vous avez la parole, monsieur, bien sûr. Monsieur le maire, monsieur Mahali, chers collègues, évidemment, j'ai bien lu les 27 pages de ce rapport, de cet exercice qui vous est imposé sur le développement durable. Donc effectivement, on y lit sobriété énergétique, rationalisation des locaux, stratégie de déploiement d'énergie renouvelable, les LED pour réduire la consommation d'énergie, plus de nature en ville, action sur la qualité de l'air en ville, aménagement multimodaux, pistes cyclables. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression d'habiter à Copenhague ou à Oslo. Pourtant, moi, le soir, quand je suis dans ma voiture à polluer avec les autres et que je mets 40 minutes pour traverser Saint-Jean-du-Var, j'ai plus l'impression d'être à New Delhi qu'à Oslo. Et je me pose la question, je me dis pourquoi tout ça? Ben, déjà, il y a un premier plan qui n'est pas du tout pris dans ce rapport, c'est les transports. À quand ce BHNS qui va permettre à lui seul de limiter quand même une grande partie de pollution? On devrait, dans l'étape d'après,
Aujourd'hui, on a 10 ans de retard sur ce sujet-là. D'autres villes plus petites que Toulon ont déjà des tramways ou des bus à haut niveau de service et autres. Nous, on en est toujours à faire. Il y a encore une étude, je crois, le 18 à Olioul pour parler du trajet, d'éventualité des choses. Bon, c'est quand même un premier point important, sachant que, vous le savez, tout le monde le sait, la ZFE arrive. Alors, aujourd'hui, tout le monde est contre, pourtant, tout le monde a signé pour la ZFE. La ZFE, c'est 54 000 véhicules. On prend 20 matins, 54 000 véhicules. 56 000 véhicules qui vont se retrouver à polluer ailleurs. Alors, c'est paradoxal, parce que d'un côté, vous maintenez des bateaux dans le port de Toulon, les ferries, qui polluent énormément, on le sait, dans leur manœuvre, mais d'un autre côté, il y a des voitures avenue de la République qui ne vont pas pouvoir circuler. Donc, moi, je prends acte, effectivement, on reprend les propos de M. Leroy, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, les cours d'école végétalisés, il y a des choses que, voilà, sur lesquelles on est tous d'accord, mais quand même, monsieur le maire, on parle de verre, on parle de durabilité. Je veux dire, cette histoire de tramway de BHNS qui dure depuis peut-être 15 ans ou 20 ans, on en a aujourd'hui, on en est toujours au même niveau, au même stade. Et moi, dans ma voiture, et tous les Toulonnais dans leur voiture qui sont bloqués depuis ces années aux entrées de Toulon, qui mettent 1 heure, des fois plus, pour traverser la ville, je suis désolé, monsieur le maire, aujourd'hui c'est insupportable. Et les solutions que vous pouvez nous amener sur ces transports, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas là. Donc j'entends ce que vous dites. En même temps, je lis dans le rapport, parce qu'évidemment j'ai bien lu, je voulais vous attirer sur un point, la restauration scolaire. Puisque, je suis désolé, on passe un peu du coq à l'âne, mais le rapport est tellement grand que tous les sujets de la ville sont abordés. Et je vois qu'il y a une commission ad hoc qui se réunit tous les 2 mois pour faire le point sur la restauration scolaire. Donc elle est composée d'élus, de responsables de services concernés par la restauration, de représentants de la société prestataire de restauration, de l'éducation nationale, de directeurs d'école, de cuisinières, de parents d'élèves et de représentants syndicaux. Donc je voulais savoir sur ce sujet-là, est-ce que des élus de l'opposition peuvent participer à ces réunions ou est-ce que non? Tu répondras après, laisse-le finir. C'est fini. Bon, ça c'était le premier point. Et le deuxième point que j'ai vu, c'est un petit carré, vous voyez, c'est les bornes d'appel d'urgence, comme quoi ce rapport est assez vaste. Installé place Vincent Raspail et Émile Claude, ces 2 bornes visent à signaler des incidents. Donc on voit, c'est des grandes bornes marquées dessus SOS Police. Ça permet de mettre le focus aussi sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes comme Toulon sont obligées de mettre des bornes. Et malheureusement, je souhaite que ce système-là soit développé dans d'autres quartiers, dans d'autres endroits, pour signaler, pour que les citoyens puissent signaler des crimes et délits. C'est pas anodin, c'est pas neutre de mettre ça. Avant, ça n'existait pas. Ça montre bien aussi que, au niveau sociétal, c'est de plus en plus difficile, même à Toulon. Voilà, monsieur le maire, je vous remercie. Monsieur, quand vous étiez au pouvoir, on traversait plus vite Saint-Jean-du-Var. J'étais pas au pouvoir, monsieur. Si, le parti que vous représentez était au pouvoir. On ne traversait pas très vite Saint-Jean-du-Var de la même manière, alors que, en plus, on perdait des habitants et qu'aujourd'hui, on en a gagné 20 000 en 10 ans. La différence, elle est là. On voulait faire un tramway, vous me parlez, monsieur, je vous ai laissé parler, on n'a pas fait. Vous écoutez, après vous reprenez la parole si vous voulez. Saint-Jean-du-Var, c'est Saint-Jean-du-Var. On ne peut pas pousser des murs à Saint-Jean-du-Var. Et moi, je vous assure, pour l'avoir traversé jeune enfant, Saint-Jean-du-Var, on ne l'a jamais traversé très vite. Donc, vous prenez là un mauvais exemple. Vous me dites les transports. Ben, bien sûr, mais écoutez, je le dis, je le redis, je le crie, on a le transport en commun ici tout propre. On transporte 33 millions de personnes dans des bus propres. Aujourd'hui, l'État dit le pourcentage des bus propres doit être de 25% en 2025. On en est à 50% de bus propres. On ne peut pas dire qu'on pollue avec des bus actuellement, plus à Toulon qu'ailleurs. Sur le BHNS, M. Chenevard va vous en parler. Et sur les écoles, Mme Massy va vous en parler. Yannick. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, Saint-Jean-du-Var, je pense que vous aurez tous constaté qu'il y a aujourd'hui, parallèlement à Saint-Jean-du-Var, des travaux importants sur la 57. L'objectif de ces travaux, c'est de réaliser 3 voies, mais également une voie réservée au transport en commun. C'est important de le rappeler. Il y a des temps qui sont un peu plus complexes. On en a encore pour 2 ans et demi.
Mais une fois qu'on sera sorti de ces étapes-là, on aura une liaison directe, transit-propre, entre le campus de Toulon, l'université de Toulon et le campus de la Garde via l'autoroute, avec une voie réservée au transport. Je suis allé à Marseille cette semaine. Pour rentrer dans Marseille, c'était difficile. Vous dites rentrer dans Toulon. Je vous assure, c'était très difficile. J'ai eu des responsabilités nationales qui m'ont permis de visiter bon nombre de grandes villes françaises. Vous savez, je suis rarement rentré dans une ville facilement. C'est le principe de la ville. Sur le BHNS, on est... Sur le BHNS, vous le savez, on déroule aujourd'hui toutes les étapes réglementaires. Car, vous le savez, il y a quand même un certain nombre d'étapes qui font que, un peu comme les carrières de Mazoc, il faut passer par une enquête d'utilité publique. Nous sommes dans la dernière étape qui préfigure l'enquête d'utilité publique, puisque nous aurons une ultime réunion en décembre qui se tiendra de mémoire à Hollywood pour adapter la modification du parcours, parce qu'on a eu l'année dernière 5 réunions dans 5 communes concernées, ce qui nous a permis de modifier le parcours. C'est ça la concertation, on a modifié le parcours, mais le calendrier lui-même n'a absolument pas changé. Il n'a pas changé, ça veut dire qu'on devrait avoir, si tout va bien, une DUP fin 24, le début des travaux, et notamment au Pont-du-Las, des travaux qui vont permettre de désaturer le Pont-du-Las, et puis ensuite, on devrait avoir le premier tronçon entre Technopole de la Mer et campus de Toulon, qui devrait fonctionner en 2026. Donc là, il n'y a pas de changement. Et puis le dernier élément, parce qu'il faut aussi être fier de ce que nous réalisons, et vous aussi, comme Toulonnais, vous devriez être fiers de ce que nous réalisons. Vous avez aujourd'hui une bascule de 18 à 33 millions de voyageurs dans le réseau de transport. Mais ce qui est important, c'est la mesure du nombre de véhicules qui rentrent et qui sortent. Et la part d'usage de la voiture à l'intérieur de la métropole, elle s'est effondrée. Elle était en 1998 de 63%, elle était en 2008 de 59%, nous avons reçu les derniers résultats, elle est de 52%. C'est la démonstration que quand on a une politique méthodique, intelligente, qui n'est pas une politique punitive en matière de développement durable, on atteint ces objectifs. Donc 52%, si vous avez en mémoire notre plan des déplacements urbains, l'objectif c'est de ramener la part de la voiture à 50% en 2025, il nous reste 2 points à gagner, le reste de ces 50% restants se faisant sur de la mobilité durable. José, oui, je vais vous passer la parole. José, pour les écoles. Oui, d'abord, on vous répond. Pardon. Alors, pour ce qui concerne la commission, en fait, c'est vrai, tous les 2 mois, il y a une commission, c'est la commission des menus. Et il n'y a pas d'élu, sauf si vous avez des enfants scolarisés dans le public et que vous souhaitiez faire partie en tant que parent d'élèves. Si vous voulez nous préconiser de manger des carottes plutôt que de les laver, vous le direz, c'est la commission des menus, il n'y a pas d'élu. Si, les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Si, vous êtes parents voilà, si vous êtes parents d'élèves, il n'y a pas de regret. Écoutez, Non, mais écoutez... Oui, non, mais j'entends, mais elle est composée d'élus. Non, il n'y a pas d'élu. Bon, alors... Il faut corriger le Si rapport. vous voulez, on vous invite bien... Non, mais je lisais, elle était composée d'élus, donc Bien sûr, répondu. mais monsieur... Vous savez que 10 000 de nos enfants mangent dans nos cantines. Et écoutez, quand ça ne va pas, le maire reçoit des courriers. Je vous assure que j'en reçois beaucoup, donc je ne peux pas dire que tout va bien. Mais j'ai jamais reçu, depuis que je suis maire, un courrier m'indiquant que la nourriture qui était donnée à nos enfants dans les cantines n'était pas bonne. Voilà. Donc c'est que ça doit... Monsieur le maire, je ne remets pas en cause la qualité de la nourriture dans les cantines. Non, mais... je demandais juste... Non, mais on a pris acte du fait que vous viendrez nous aider à faire les meilleurs menus. Volontiers. Ah oui. Et pour répondre à monsieur le député, donc du coup, à Toulon, on roule bien. C'est ce que vous dites. Non, on n'a pas dit. Non. Bah si, on est à 50%. Bon. Mais dans quelle ville on roule bien? Vous rentrez dans Nice. Non, mais ce que vous ne reconnaissez pas, c'est que... Monsieur, vous allez ailleurs, à Toulon, et vous roulez mieux? Non. Eh ben voilà. Mais... Allez à Montpellier, allez à Perpignan, allez... moi je suis allé dans d'autres villes, vous savez, il y a des centres-villes, les centres-villes... Les villes ont leurs problèmes. Monsieur le maire, vous nous parlez d'un BHNS pour 2026, je vous rappelle, vous êtes en fonction depuis 2001, et que ce projet-là... Et alors, on a les bus les plus propres de France. Oui, non, mais ça n'a on pas a de envie de rapport. dégager encore 100 millions d'euros avec la métropole pour aller encore plus loin.
des bus à hydrogène. Et voilà. Et moi, je suis content de mon réseau Mistral. Et c'est le moins cher de France. Et on est passé de 18 millions à 33 millions de personnes transportées. C'est preuve que les gens l'utilisent. Ben oui, c'est comme ça. Les chiffres sont les chiffres. Ah, d'accord. Et un, ça fait deux. Voilà. C'est tout, vous pouvez le vérifier. Ah mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un projet qui est depuis de longue Oui, date, qui revient à... Monsieur Cabana va vous parler des contentieux qui retardent tout le reste. C'est pas toujours aussi simple que ce que vous pensez. Robert. N'oublions pas l'historique de cette affaire. À l'origine, était prévu, puis quand on est arrivé en 2001, les bus avaient même été achetés, les tramways avaient même été achetés. Il n'y avait aucun travaux de fait, mais les tramways avaient été achetés. Et puis un jour, devant la particularité de nos territoires, l'ensemble des élus de la métropole a décidé de passer du tramway au BHNS. Et donc on a espéré, pour aller plus vite, on a espéré pouvoir se servir pour la mise en œuvre de ce BHNS de l'enquête publique qui avait été faite pour le tramway. On aurait gagné un temps fou. Sauf qu'une association a fait un recours à la gagner. C'est vous qui avez changé. X années de perdu. Et puis dans la foulée, comme si ça ne suffisait pas, s'est posée la question, tranchée par le Conseil d'État en annulant la décision qui avait été prise par le gouvernement sur le délégué environnemental, qui était en même temps le préfet de région. Le décret qui a permis de renommer un délégué environnemental a pris plusieurs années. Alors quand on nous dit qu'on a mis du temps pour le BHNS, il faut quand même comptabiliser toutes ces années qui ont été perdues et qui ne sont pas de notre faute. Monsieur Navarra. Merci, parce que ce sujet du transport, il nous tient tous à cœur. Oh oui. C'est 2001. C'est le sujet qu'on débat dans toutes les campagnes électorales d'ailleurs. On parle que de ça. Depuis 2001, votre arrivée. Oui, il y a eu des commandes de matériel, mais vous savez aussi que gouverner, c'est prévoir. C'est avant notre arrivée. Attendez. Les commandes de matériel, c'est pas nous qui les avons commandées. C'est la mairie, c'est la majorité précédente. Il y a de la commande de matériel, mais majorité présente qui n'était pas seule. Parce que le tramway n'était pas un projet toulonnais. Le tramway était un projet d'agglomération. Écoutez, moi je vais pas... Validé, non mais attendez, pardonnez-moi. Validé par les maires de l'agglomération. Si vous voulez. De l'agglomération. Donc on ne peut pas reprocher... J'étais pas maire de l'agglomération. On ne peut pas reprocher à moi, à Pignal, je ne me parlais pas de tramway. On ne peut pas reprocher à ces maires-là d'avoir avancé sur le sujet ensemble, en concertation. Financé d'ailleurs par le Conseil Général, mais vous avez expliqué vous-même... J'étais pas président. Vous étiez président du Conseil Général, oui. Oui, et vous avez financé parce que vous souteniez, sans trop les regarder, parce que vous faisiez confiance aux maires et à leurs électeurs. Non mais j'ai mis en place, et vous ne jugez pas l'aide aux communes. Et je suis fier de dire on l'aide à toutes les communes. Et vous ne regardez pas la couleur politique de la commune. On pourrait en reparler. Mais oui, mais vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez pas vous subventionner. Au moins sur le tramway. Qu'est-ce que vous avez fait à 6 heures? Au moins sur. On pourrait faire la liste, c'est pas le moment là, si vous voulez, on l'a fait. Voilà, mais c'est vous qui parlez de l'histoire. Non. C'est vous qui parlez de l'histoire. On parle du transport. Mais le transport, si on reprend vous en avez parlé pendant toutes les campagnes électorales. Monsieur Cabana, l'enquête publique. On parlait des cantines. Tiens, s'il y avait des enquêtes publiques sur les aliments des cantines, si on détermine, on fait une enquête publique sur les carottes, et que d'un coup vous décidez de mettre les navets, l'enquête publique sur les carottes ne marche pas pour les navets. Comment a-t-on pu croire qu'on pouvait prendre une enquête publique pour un tramway et l'utiliser pour un projet qui techniquement n'avait rien à voir, sur un financement qui étant des taxes prises pour le tramway, n'avait rien à voir avec l'objet que vous souhaitiez faire. Mais non, mais vous ne pouvez pas reprocher d'autres. Enfin, permettez-moi juste un dernier point. Permettez-moi juste un dernier point. Vous avez parlé de transport en site propre. Moi, je ne vais pas revenir sur votre gestion. Vous avez parlé... Non, mais j'avais 10 ans, moi. Vous avez parlé de transport en site propre. Juste un rappel, transport en site propre ne signifie pas que les bus ou que le véhicule est propre. Le mot propre dans cette définition de transport. Je le sais, monsieur Navarra. Pardonnez-moi, mais c'est juste par rapport à ce que vous avez dit. Et enfin, un dernier point, mais qui n'a pas, pour le coup, qui pour une fois ne vous répondra pas, mais répondra un peu à monsieur Leroy. Je voudrais quand même juste qu'on fasse appel au halte, au catastrophisme. Je suis d'une génération qui a grandi avec des dingues
qui nous faisait croire qu'on allait tous mourir parce que le trou de la couche d'ozone s'agrandissait à la vitesse d'un cheval au galop et qu'on allait tous mourir. Notre activité humaine n'a pas été modifiée sur ce point-là. Ce sont les événements climatiques qui ont réglé la question de la couche d'ozone. Oui, aujourd'hui, il y a une chaleur supplémentaire à laquelle il faut s'adapter, ce qui est d'ailleurs dans la terminologie. Vous parlez d'adaptation climatique, et nous sommes bien d'accord avec ça, plutôt que lutte contre le changement climatique. On ne luttera pas, hélas, contre le changement climatique, il faut s'y adapter, mais par pitié qu'on ne crée pas des générations de tarés, car quand on voit ces jeunes qui vont s'allonger sur les autoroutes, qui vont souiller des œuvres d'art et se coller la main à la glu sur une voiture au salon de l'automobile, je me dis que pour l'avenir, c'est pas le climat qui m'inquiète, ce sont les dingues qu'on est en train de former. Je vous remercie. Allez, mes chers collègues, si vous le... Oui. Elle nous avait dit ça, je n'avais pas besoin de lunettes. Si ça le passe. Bon, mes chers collègues, je vais vous demander par un vote de prendre acte, je dis bien par un vote de prendre acte sur la situation de la ville de Toulon en matière de développement durable au titre de l'année 2022. Voilà. Qui est pour prendre acte, qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Chers collègues, on passe à l'essentiel parce que si on n'a pas de moyens, on ne va pas faire grand-chose. Le débat d'orientation budgétaire 2023. Chers collègues, je ne vous apprends pas que notre débat d'orientation budgétaire sera cette année, hélas, encore profondément impacté par la crise internationale. La guerre en Europe, qui aurait pu la prévoir, on aurait pu le prévoir à 2 heures de nos frontières, à 2 heures de Paris, le changement climatique, comme vient d'en parler, les tensions géopolitiques, la crise énergétique que nous subissons ont provoqué le retour de l'inflation. Inflation qui entraîne dès aujourd'hui la baisse du pouvoir d'achat des familles et, à moyen terme, une réelle menace de récession. Donc, vous voyez bien que ces effets pervers s'additionnent, puisqu'on sort d'une crise sanitaire, la crise du Covid, elle n'est pas terminée, le Covid reprend, qui a directement impacté nos finances locales pendant 2 ans, qui a directement impacté les finances de toutes les collectivités, depuis 2 ans, 2020-2021. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, aucun de nos villages, ni aucune de nos villes ne sera épargnée par ces difficultés. Dans ce contexte, à Toulon, comme ailleurs, on va subir des dépenses qui augmenteront plus vite que les recettes, mais grâce aux fruits de 20 ans d'une gestion rigoureuse et réaliste, nous allons pouvoir affronter ce contexte et ces nouvelles difficultés avec des bases très solides, avec une situation financière très saine. Je vais parler, si vous le permettez, et d'ailleurs c'est le devoir de le faire, de ces bases financières solides pour faire face sereinement aux difficultés actuelles. Je ne vous surprendrai pas les catégories d'augmentation que nous avons déjà, hélas, à subir, imprévisibles, dégradent notre épargne. Heureusement que nous avons l'épargne. Si on n'avait pas l'épargne, vous savez, pour équilibrer un budget, débit, crédit, il n'y a qu'un moyen d'équilibrer le fonctionnement, c'est l'impôt. Donc nous avons une épargne importante, elle était de 35 millions d'euros. Et ces augmentations imprévisibles touchent les fuites, le gaz, l'électricité, l'eau, le carburant, le fuel, les matières premières, en premier lieu le papier. On subit tous, vous savez, dans nos foyers, de partout, on a tous les mêmes problèmes, on voit les prix augmenter de partout. Les produits alimentaires, qui composent notamment la restauration scolaire, les contrats de prestation de services qui sont eux aussi tous à la hausse. À cela est venu se rajouter
en juillet 2022, alors que notre budget primitif a été voté, comme vous le savez, en décembre 2021, le point d'indice, plus de 3,5% du point d'indice, ce qui était la plus forte hausse du point jamais enregistré. Ça faisait 4 millions d'euros pour notre collectivité. Vous allez me dire, mais il fallait le prévoir. Mais je ne savais pas, ça a été voté après. Quand on a voté le budget, sur notre budget personnel, on n'avait pas prévu ces 4 millions, mais il faudra là aussi y faire face, tout en se réjouissant pour nos personnels de cette hausse, après des années de gel de ce point. C'était bienvenu pour les fonctionnaires, mais si on avait été prévenu en décembre, on aurait pu adapter le budget en conséquence. Donc, vous voyez très bien qu'avec toutes ces charges, après il y a les charges habituelles, le glissement d'IS et technicité, ça, chaque année, on le prend en compte, c'est 1 million d'euros par an, en gros. Donc, toutes ces charges vont impacter directement notre épargne. Alors, notre épargne, qu'est-ce qu'elle va devenir en 2023 avec toutes ces charges? Vous avez bien fait vos comptes, vous avez pris vos crayons, toutes ces charges, en gros, c'est 11 millions d'euros supplémentaires d'imprévus qui arrivent et il va falloir faire face à ces 11 millions d'euros. Alors, nous avons 35 millions d'épargne. Si je retire à ces 35 millions d'épargne, si on continue à gérer de la même manière, un bon père de famille, comme vous dites, on est ambitieux quand même. Vous avez vu que Toulon se transforme. Avec des pôles universitaires, on a construit des hôpitaux, on a construit des palais de sport, on a construit des quartiers complets. Vous verrez Montetti, qui avance très vite. Encore 2500 jeunes qui arrivent, des études de formation et de la santé. On améliore tout ce qu'on peut améliorer, vous le savez. Donc, cette épargne, normalement, si je fais 35 millions, ça fait 24. Ben non. On a, dans l'année, grâce à une gestion rigoureuse de bons pères de famille, de faire attention à tout, on a absorbé 4 millions de dépenses imprévues, par la gestion de tous les jours déjà. Ce qui fait que notre épargne sera présentée à peu près à 28 millions d'euros. Donc, 28 millions d'euros, on a encore de la marge, mais ne crions pas victoire, vous savez, ça va très vite. Si on impacte l'épargne de 11 millions par an, en 3 ans ou en 4 ans, on n'aura plus d'épargne. Vous voyez donc l'épargne. Et d'autant que cette épargne, c'est quelque chose d'essentiel, puisque à partir du moment où on est une ville qui est la 3e la moins endettée de France aujourd'hui. On était la 4e, on est passé la 3e. Mais je l'explique, quand on n'est pas endetté, on ne paie pas de frais financiers, et l'épargne part à l'investissement. C'est-à-dire, on construit, on a des écoles, des stades, des espaces verts, voilà. Donc, et si la crise impacte l'épargne, on sera dans l'obligation de faire des investissements pour maintenir un investissement conséquent. Parce que baisse de la dette, et je vais vous donner tout à l'heure des ratios, maintien de l'épargne, malgré les 11 millions imprévus, maintien de l'investissement, je dirais maintien, je pourrais dire légère augmentation, puisqu'on va dégager sur le budget 2023 50 millions, 150,1 millions d'euros d'investissement. On va faire mieux que ce que nous avons fait en 2021. Voilà. Donc, voilà le budget que nous allons vous présenter en 2023. Je vous l'ai dit, l'endettement, on était la 4e ville, on est passé la 3e ville. Les frais financiers par habitant, c'est 6 € à Toulon. La moyenne de la strate des grandes villes françaises, c'est 23 €. Vous voyez, la dette par habitant, c'est 368 €. La moyenne des villes françaises de la strate, c'est 1086 €. Donc, tout est lié. La poursuite des investissements, je vous en ai parlé. On va maintenir, écoutez, on va maintenir
les crédits à la vie associative. Parce que la vie associative, c'est important. Je vous l'ai dit, on n'arrive pas seul, c'est un collectif qui arrive. Un collectif, c'est des bénévoles, c'est des gens qui dirigent des associations, combien importante et essentielle. On va pas, la crise ne va pas les pénaliser, puisqu'on va dégager au budget 2023 5,8 millions d'euros, la même somme qu'en 2022. Après, on va quand même essayer d'être strict sur les associations. Vous savez, c'est un énorme effort que la collectivité fait en maintenant cette enveloppe. Et on se doit d'être vigilant pour l'utilisation de ces fonds. Nous serons particulièrement vigilants sur la façon dont les associations utiliseront les subventions. Il ne sera plus question, par exemple, et on a pu le vérifier, je ne donnerai pas les exemples, que certaines associations avaient sa petite épargne. Une association, si elle fait son travail associatif, elle ne doit pas avoir de l'épargne. Il vaut mieux, moi je préfère qu'un président d'association me dise on a un léger déficit, monsieur le maire, essayez de nous aider, plutôt que de nous rendre compte que il y a de l'épargne d'une association, parce que ça pénalise. L'association, elle est faite pour qu'il y ait cette création d'activité, j'en parlais, qui favorise la cohésion sociale et qui favorise le développement d'une ville. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Alors l'investissement, ben oui, on va essayer de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire dégager un investissement conséquent. Parce que, on pourrait afficher, vous savez, je connais des villes ou des villages qui affichent un investissement important, mais après, la réalisation, c'est plus difficile. Il y a les marchés, il y a les appels d'offres, on perd du temps. Vous savez, c'est la règle. Entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où on le fait, en matière publique, on met des années. Parce que c'est la règle. Parce qu'il y a la concurrence, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut accepter ces règles et nous les accepterons. Donc, on va, sur nos équipements, dégager 4 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments scolaires, toujours une priorité, 4 millions d'euros pour les équipements sportifs, 700 000 euros de fonds de concours pour la démolition des 5 bâtiments d'hélice et l'agrandissement du parc d'hélice de 10 000 m² supplémentaires. Si on a sorti des associations, on les a relogés, soyez tranquilles, tout le monde est bien relogé. On a ces 5 bâtiments qu'on va démolir. En démolissant ces 5 bâtiments, au lys, vous voyez, là, il va y avoir un espace vert supplémentaire de 10 000 m². L'espace qu'on a fait la Louvière, on fait 16 000. Vous voyez, on recrée un espace vert de 10 000 m² là. Croyez-moi, ça va donner de l'oxygène à notre ville supplémentaire. On va agrandir et réhabiliter le Pré-Sandin. On va l'agrandir de 3 000 m². Le Pré-Sandin, c'est un parc qui aura donc 20 000 m². C'est surtout dans un quartier qui en a besoin, Saint-Jean-du-Var. Nous allons dégager 440 000 euros pour la rénovation des centres de loisirs. Nous travaillons avec des crédits et des crédits d'études notamment sur le futur jardin public de la nouvelle médiathèque de Saint-Jean-du-Var à Marnata, ainsi que le lancement du grand chantier de réflexion globale de la base nautique de la 4e Anse, où là, on va dégager un budget de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros. Alors, des questions se sont posées. Premièrement, il y a eu la question, et pourquoi le Satine et la plage bon, premièrement, M. Cabana vous dira que les contrats arrivent à terme. Voilà. Donc, de toute manière, il fallait qu'ils s'arrêtent. Et vous le savez, de par la mise en concurrence, on ne pouvait pas continuer à attribuer à l'un ou à l'autre. Après, si dans l'appel d'offres, ils sont toujours les meilleurs, ils le sont. Mais nous, à partir du moment où ça s'arrêtait, c'est pas nous qui décidions de les arrêter.
je dis que ce satine et la plage vont nous permettre de recevoir toutes les activités de la base nautique, parce que les travaux de la base nautique, c'est 3 ans de travaux. Je dis 3 ans entre l'appel d'offres, le marché de l'architecte, les travaux, 3 ans. Donc il va bien falloir que des activités nautiques puissent continuer à se faire. Il y a des associations, il y a des gens qui vont à la base nautique et tout. Et le satine et surtout la plage, parce que la plage a une situation géographique qui va nous permettre d'avoir les bateaux pour les jeunes à proximité et tout. Et on va se servir de ces 2 établissements pour pallier à la base nautique durant les travaux de la base nautique. Voilà en gros ce que nous allons vous proposer pour 2023. Alors, les grandes options, je vous les donne. On ne va pas augmenter les impôts, on ne va pas augmenter maintien des taux d'imposition au niveau de 2020. On va essayer, parce que les incertitudes, on ne les connaît pas, malheureusement, et vous le savez, vous le voyez bien quand on reçoit nos factures d'électricité, de gaz, d'eau, on n'est pas à l'abri de nouvelles augmentations. On va maîtriser notre fonctionnement et notre masse salariale pour ne pas impacter notre épargne. Et on va conserver un niveau d'investissement de 50 millions d'euros pour améliorer nos équipements et mettre en place des équipements qui répondent à l'attente des Toulonnaises et des Toulonnais. Voilà, mes chers collègues, en gros, comment va se bâtir et comment se bâtit ce budget 2023. On va essayer de le voter au mois de décembre, comme on le fait chaque année. Pourquoi? Parce qu'en votant un budget en décembre, ça nous permet de rentrer dès le début de l'année dans les activités avec des moyens dégagés. Et donc, c'est les bases de ce budget. Je pense que bon nombre de communes sont beaucoup plus dans l'embarras que ce que nous le sommes. On a depuis, comme vous le dites, vous l'appelez comme vous voulez, mais la gestion rigoureuse que nous avons faite depuis 2001 nous permet d'arriver à cette situation-là. Et cette situation, quand on met les pieds dans l'eau, il vaut mieux les mettre les pieds sur un rocher qui est solide plutôt que de les mettre sur une pierre qui va nous faire basculer dans l'eau. Le rocher sur lequel les Toulonnaises mettent les pieds, aujourd'hui est solide. Voilà. C'est un travail collectif. Pas grâce au maire, c'est un travail collectif, une volonté depuis 2001, et une volonté collective des élus, mais aussi des gens qui nous entourent pour avancer dans cette ville. L'ensemble de nos personnels et bien d'autres dans la vie associative qui nous aident également à maintenir cette qualité de vie et la développer. Préserver, développer, toujours, c'est simple, 2 colonnes, vous savez, les budgets, les débits, crédits. Voilà. Il faut arriver à égaliser le débit et le crédit. C'est difficile quand il vous tombe sur la tête des dépenses que nul ne prévoyait. Voilà. Et après la crise de Covid, on s'est senti libéré, on s'est dit ouf, on va pouvoir. Et hop, on est reparti sur de nouvelles difficultés. Écoutez, ces difficultés nous rendent plus responsables. Et encore une fois, il faut travailler pour essayer de trouver des solutions. Voilà le débat d'orientation budgétaire. Bien sûr, je vais vous passer la parole. Écoutez, monsieur Lubéda, prenez la parole, après je passerai la parole à monsieur Navarra. Monsieur le maire, chers collègues, là nous traitons une délibération très importante, peut-être la plus importante de l'année, car sans les financements suffisants, nous ne pouvons répondre aux besoins des citoyens. Sur ce sujet, nous souhaitons un débat franc mais serein, sans invective et sans interruption. Nous sommes à Toulon en commun, en désaccord avec les postulats et la logique du rapport. Notre première remarque a trait au contexte national dont beaucoup de choses découlent. Le rapport que vous présentez s'y attarde longuement, avec raison. Et vous en avez parlé vous-même dans votre introduction, monsieur le maire. Les villes, les collectivités ne peuvent pas tout.
L'analyse du rapport montre que l'État étrangle les collectivités. L'augmentation de la DGF par le gouvernement est de 320 millions, alors que pour suivre l'inflation, elle devrait être de 1,5 milliard. Je cite votre rapport lui-même. L'Association des grandes villes et métropoles estime que 4 lignes rouges ont été dépassées par la version retenue du dispositif, le projet de loi de finances 2023. 1. Un effort de réduction des dépenses trop important. 2. L'absence de détourage des dépenses énergétiques non pilotables. 3. Un risque de désintégration intercommunale en ne ciblant que les 500 budgets locaux de plus de 40 millions d'euros. Donc le nôtre. 4. Des sanctions individuelles similaires au contrat de Cahors. Les positions de l'Association des maires de France. Les déclarations de votre ancien collègue de parti, M. Lisnard. Les votes au Sénat vont tous dans le même sens. Les collectivités seront encore plus en difficulté en 2023. Et s'il ne fallait prendre qu'un exemple, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, c'est la question de l'énergie. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir un long débat là-dessus. Mais il y a d'autres problèmes. Avec cette politique, il y a de grands dangers pour l'économie française dans sa globalité. Les collectivités représentaient il n'y a pas longtemps 70% des investissements totaux dans le pays. En réduisant leurs possibilités d'engagement financier, le gouvernement contribue à la baisse des activités que ne peut pas compenser le privé. Conséquence, la croissance est en baisse et il y a risque de récession. Les habitants en subissent les conséquences sociales dramatiques, pauvreté, misère, chômage, précarité dans le travail et dans tous les domaines de la vie. Et ici à Toulon, c'est particulièrement vrai. Cette situation est l'aboutissement de la logique que vous partagez avec le gouvernement, la baisse des dépenses publiques. Philosophie qu'on retrouve dans vos orientations budgétaires, je vais y venir. Comment ne pas s'indigner lorsque le président de la République déclare la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance? Au mieux, c'est un président hors sol. Au pire, c'est le cynisme au pouvoir. L'austérité pour le plus grand nombre, l'opulence pour les autres et un ruissellement laissé à l'aléatoire charité des puissants. Voilà les dogmes que vous partagez, vous et Madame Buscotti, avec le gouvernement. Cela m'amène au deuxième point, vos orientations budgétaires que vous mettez en débat. Votre rapport ne peut que s'élever très mollement contre la politique que vous soutenez. Vous la soutenez tellement que le président vous a donné une mission. En réalité, vous protestez à Toulon contre ce que vous soutenez à Paris. Je ne sais comment qualifier cette attitude. Ces contraintes que vous acceptez à Paris, vous les concrétisez à Toulon dans vos orientations budgétaires. Cela donne une orientation budgétaire sans ambition, qui ne défend pas, autant que peut et doit le faire une collectivité, le pouvoir d'achat et le bien-vivre des Toulonnais. Ce n'est pas que vous ne faites rien, c'est que, coincé par votre dogme austéritaire, vous vous interdisez d'investir suffisamment. Oui, Toulon est une ville peu endettée, mais vous utilisez l'écran, le prétexte de la dette, pour empêcher le plein développement des possibilités. Oui, la ville, la métropole, les habitants ont besoin de plus de social, plus d'activités, plus d'écologie, plus d'éducation, de culture, de sport. Et ce ne sont pas les cris de triomphe qui parsèment votre rapport qui peuvent donner le change. Quelques exemples. Non, Toulon n'est pas la ville la plus verte de France. Et je peux facilement vous le démontrer si nous avons l'occasion d'avoir un débat là-dessus. Non, ce n'est pas sur le personnel qu'il faut faire des économies. Cela conduit à donner moins de services aux Toulonnais. Mais en plus, vous vous félicitez de la baisse de la masse salariale. Ce sont 15 millions depuis 2017 dans l'économie toulonnaise, en moins dans l'économie toulonnaise depuis 2017. Les conséquences ne peuvent être que négatives pour l'économie locale. 15 millions en moins. Non, Toulon, malheureusement, n'est pas une ville attractive en dehors de ses atouts naturels. Si on mesure l'action publique, la vôtre, depuis 20 ans, Toulon est loin d'être bien situé dans les classements indépendants. Et là aussi, je peux le démontrer facilement avec la revue Challenge, l'IFRAP et le WORK.
Il y a en revanche des dépenses qu'on pourrait éviter pour permettre des investissements. Par exemple, les 3 millions d'amendes à cause de l'insuffisance des logements sociaux. 3 millions pour la loi SRU. À l'examen de ce rapport, nous ne pouvons que nous interroger. La dette est-elle une obsession ou un écran de fumée destiné à cacher le manque d'ambition? À Toulon en commun, nous ne faisons pas de la dette l'alpha et l'oméga de toute la politique budgétaire. Nous avons une autre logique. Qui peut se passer de crédit? Ni une personne physique et encore moins une personne morale. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir le moins de dettes possible ou s'endetter raisonnablement pour répondre aux besoins et permettre des investissements qui rapporteront demain de nouvelles recettes? Par exemple, vous vous dites satisfait de l'augmentation de la population. Mais il faut comparer vraiment. Nous avons 2000 habitants de moins qu'en 1975. Et d'autres villes ont une démographie bien plus croissante. Rennes, plus 22 000 depuis 1975. Montpellier, plus 120 000. Et évidemment, ce sont des villes de la même catégorie, mais qui investissent beaucoup plus. Je vous concède que Toulon est une ville pauvre, 21% de taux de pauvreté, largement au-dessus de la moyenne nationale. Mais justement, n'y a-t-il pas des mesures à prendre pour aider la population? Et puis parlons concrètement. Mesurer l'endettement en année pour les capacités de remboursement, est-ce bien logique? Est-ce que c'est vraiment une loi des reins qu'il faut respecter ou une méthode alarmiste destinée à faire peur et prétexte à en faire moins? Est-ce le plus important que Toulon puisse rembourser en 2 ans au lieu de 20 ans? La ville de Toulon est-elle menacée de disparition? Et puis surtout, quel intérêt pour les Toulonnaises et les Toulonnais aujourd'hui, puisqu'ils payent à peu près les mêmes impôts que d'autres villes qui ont su investir en empruntant? Quel intérêt pour les Toulonnaises et les Toulonnais de demain qui n'auront pas les services nécessaires parce que la dette, la dette, la dette? Oui, les Toulonnais et les Toulonnaises payent à peu près les mêmes impôts que la moyenne des autres villes de la strate. Il suffit de se référer à l'INSEE. Mais il y a plus. Dans votre rapport, nous voyons page 34, et vous en avez parlé tout à l'heure, que les charges financières, c'est-à-dire le coût de la dette pour les Toulonnaises et les Toulonnais, est de 6 € par an et par habitant. Et vous vous en félicitez en expliquant que c'est grâce à la faiblesse des taux d'intérêt pour les prêts aux collectivités territoriales. Dont acte, faiblesse des taux d'intérêt. Et là, vous comparez aux autres villes, vous l'avez fait à l'instant. Mais justement, à part la ville de votre ami Perdriau, la moyenne par an et par habitant est de 23 €. Autrement dit, la différence pour les Toulonnais est de 17 € par an et par habitant. C'est dans votre rapport et vous l'avez relevé tout à l'heure. C'est-à-dire que votre soi-disant bonne gestion, c'est beaucoup moins d'investissement pour gagner 17 € par an. Nous pensons que cette différence ne justifie pas que Toulon soit la ville qui investisse le moins dans sa strate. À part toujours la ville de M. Perdriau, mais je crois qu'il a d'autres problèmes à régler en ce moment. Les condamnations d'élus, d'ailleurs, ne sont pas une bonne chose pour les habitants et l'image de la politique, donc pour la démocratie, dans le Var ou ailleurs. Quelles sont les conséquences de ce type de gestion? Les subventions aux associations n'ont pas augmenté depuis 2013. Les politiques sociales stagnent. La dotation au CCAS n'a pas augmenté depuis 2013 non plus. Il n'y a donc pas de réponse suffisante aux problèmes de pauvreté et de pouvoir d'achat. La ville perd en attractivité, malgré vos dires, M. Falco, malheureusement. Là aussi, je peux le démontrer, l'IFRAP, le Cité Work, la revue Challenge le montrent. Ce ne sont pas des gauchistes, hein. Ils sont indépendants. Pas comme une société que la ville contracte pour faire une étude, qui elle n'est peu indépendante. Le bien-être des Toulonnais est limité. Le recours au privé pour la gestion des services, notamment, est excessif. Comme le dit M. Mahali, il suffit de lire le PV du précédent conseil municipal, le privé ne vient pas par philanthropie. Et tout ça en payant autant d'impôts que les autres villes.
Quelles seraient les alternatives? La première remarque, c'est que nous sommes la vraie seule alternative. Le Rassemblement national votera contre, mais uniquement parce qu'il souhaite encore plus d'austérité, plus d'orthodoxie économique, comme le montre leur vote à l'Assemblée nationale, notamment contre l'augmentation du SMIC et le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Toujours plus d'austérité pour les pauvres, surtout s'ils ne retournent pas en Afrique. Madame Meloni, leur modèle transalpin, le démontre également dans son budget. Avoir de l'ambition pour notre ville, c'est donner la pleine mesure à l'action publique. C'est lutter pour de nouveaux financements nationaux et non pas soutenir la politique malthusienne de ce gouvernement. C'est possible, à condition de ne pas s'interdire de nouvelles recettes. Je vais vous faire une citation. Troisième leçon de la crise, début de la citation. C'est quand même la force du modèle éducatif et social français. On a tenu parce que la nation a décidé d'investir pour être solidaire. Il ne faut pas qu'en sortie de crise, on se mette à l'oublier en pensant qu'on pourrait passer à un autre monde. Ben, moi je suis d'accord avec ça. Même s'il s'agit une nouvelle fois de paroles contredites par les actes. C'est le discours de M. Macron à l'occasion du lancement du plan France 2030. Pour notre part, nous avons déjà ébauché des pistes d'engagement financier raisonnables et utiles. Nous sommes prêts à en débattre en détail, mais rapidement quelques points pour aujourd'hui. 1. Augmenter sensiblement les investissements dans les atouts naturels de Toulon, sans céder au tout-tourisme, à la spéculation immobilière et au mirage des yachts de luxe, des marinas et de l'immobilier de bureau. En revanche, faire vraiment des priorités de l'aide sociale, source d'intégration et d'emploi. Priorité à l'éducation. Par exemple, vous prévoyez la végétalisation de 3 cours d'école par an. À cette cadence, il faudra 28 ans. Sur le logement, priorité également. Sur les transports. Concrètement, Toulon est la seule métropole à ne pas avoir le transport en commun ainsi propre. Ça, c'est une réalité concrète, indubitable. Comment on fait les autres pour faire ça? On nous dit, oui, mais il faut des années d'études. Oui, comment ils ont fait alors? Et puis le moins cher, non, monsieur. Non, pas le moins cher. Non, ça, c'est juste faux. La protection de l'environnement, autre priorité. Lutte contre les pollutions, aide aux transitions, notamment dans le cadre de la nécessaire ZFE, parce que nous sommes pour la ZFE. Mais seulement, il faut aider les gens. Et des métropoles le font, d'aider les gens. Accélérer l'isolation des bâtiments publics, c'est programmer de futures économies vertueuses. S'engager dans une politique volontariste de relance de l'économie locale, en direction des salariés, mais aussi des TPE et PME, notamment par la commande publique. Vous prévoyez 6 actions d'aménagement dans les quartiers. C'est beaucoup trop peu. Utilisez beaucoup plus les leviers de financement institutionnel, gouvernement, Europe, et notamment les programmes subventionnés. Il va falloir que vous finissiez, parce que là, 3 minutes. Pas interrompu. Une minute. Une minute. On va vous écouter jusqu'à midi. Pour cela, investir beaucoup plus. C'est comme Fidel Castro. Ouais. 30, j'en suis à 10 minutes. Pour cela, investir beaucoup plus. Oui, investir en faisant les bonnes économies et en empruntant. Vous le dites vous-même dans le rapport, les taux sont très bas. Il va falloir que vous vous arrêtiez, monsieur. 30 secondes. Oui, les investissements d'aujourd'hui sont la réponse aux besoins de la population actuelle et surtout de celle de demain, mais les investissements d'aujourd'hui sont aussi des recettes supplémentaires de demain. Voilà comment on construit l'avenir. Je vous remercie. J'ai voulu écouter religieusement. Et je vous en remercie. Pas la même religion que vous et moi, mais religieusement, votre rapport, croyez-moi qu'il n'a rien manqué. Vous ne vous demandez pas la raison pour laquelle, puisque vous êtes la seule alternative, les électeurs ne vous ont jamais compris, ils vous comprennent de moins en moins. De moins en moins, vous avez eu des temps meilleurs quand même. Mais avec ce genre de discussion, je ne crois pas que vous progressiez. Vous savez, le problème, M. Le Bézin, tout ce qui est excessif, ridicule,
je crois que dérisoire. Donc, voilà, je ne vais même pas vous répondre, parce que vous êtes aveuglé par votre doctrine, et puis vous y allez, et c'est sûr. vous dites qu'on ne fait rien, rien n'est beau, tout va mal, bon, ok, c'est votre point de vue. Mais écoutez, continuez à le développer de la même manière, moi je suis heureux. Hein. Vous savez, on vient de me passer des dépenses d'équipement par habitant pour pas mal de villes. Toulon c'est 214 €, vous voyez qu'on fait quand même du travail. Nice c'est 218, Marseille 210, Saint-Étienne 222, Toulouse 220 et Lyon 175. On est dans les purs de toutes les grandes villes françaises. Voilà. Après, écoutez, j'ai rien à vous dire. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Voilà, c'est tout. Je vous ai laissé parler. Vous avez eu votre temps de parole. Récupérez maintenant. Parce que je ne vais pas vous donner la parole tout de suite. Allez, M. Davaral, à vous. Oui. Merci, monsieur le maire. Ne prenez pas exemple sur monsieur Dubé. Non, mais j'étais prêt à introduire le propos sur la beauté des lumières, sur le maître de cérémonie truculent. Et je ne parlais pas du conseil municipal, mais je me permettais la facétie de comparer nos débats de ce matin avec la soirée ratée de mardi pour les maires du Var, au Crazy Horse. C'est ici tout du moins un rendez-vous au Crazy Horse. Un rendez-vous que l'on maintient. Mais 60 personnes y sont allées. Et il y avait 12 associations de maires. Et vous savez, au Crazy Horse, ce qui s'est passé, c'est que les dames qui accompagnaient leur mari étaient très satisfaites du spectacle qui a été donné. Mais permettez-moi dans la facétie, c'est à la hauteur de ce que je viens d'entendre, ça. Mais peut-être je suis tout du moins heureux de retrouver le rouge écarlate, non pas des lèvres des danseuses, mais du pull de notre collègue Cavana. C'est peut-être la touche de gaieté de la matinée. Non, plus sérieusement, ce débat ridicule. Ce débat, peut-être. Mais ce débat d'orientation budgétaire. Mais merci monsieur le juge et le maître des élégances. Vous le méritez. Habituellement, vous êtes peu meilleur. Et monsieur le... Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. C'est peut-être la proximité qui vous tire par le bas. Proximité géographique. Oui. Bon état. Mais lui, son rouge écarlate, il est plutôt celui des 100 millions de morts du communisme. Et ça, on en est très éloigné. Non, mais voyez, on est loin de la vie des gens et de la vie des Toulousains. Voilà. Je pense que les crimes du communisme, c'était proche de la vie des gens. Allez. Je pense que c'était proche de la vie des gens. Oui, le pull de M. Cavana, c'est proche de la vie des gens. Allez-y, continuez. Retour au 39. Non, mais allez-y, continuez. Mais je crois que il vaut mieux que la séance ne soit pas télévisée parce que les télévisés auraient été dessus du débat d'orientation budgétaire. On est sur le débat d'orientation budgétaire en 2023, je précise, parce que vous êtes passé du Crazy Horse au pull de M. Cavana, au mort du communisme. Bon, allez, continuez, M. Davaral. Je comprends certaines choses. Pour être le meilleur, il faut d'abord être le meilleur chez soi, pour pouvoir être le meilleur chez les autres. Donc j'arrive à comprendre certaines choses. Voilà. Et vous savez, vous voyez, si dans l'expérience commune qui est la nôtre, je peux réussir à vous faire comprendre certaines choses, ça sera toujours ça. Non. Mais je pense quand même que... Je comprends la raison pour laquelle... voilà, c'est tout. Allez, continuez. Les prises de position politique ont leur importance. Les écarter comme ça des revers de la main ou parler avec ironie de circonstances particulières n'apporte rien au débat politique. J'écarte pas, je vous écoute religieusement aussi. Alors ce matin, je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas la même religion. C'est pas la soirée cabaret ou les mêmes passions. C'est pas la soirée cabaret, c'est le débat d'orientation budgétaire. Il arrive très tôt dans l'agenda, comme à l'habitude. Ça prouve une vertu qui est celle d'adopter un budget très tôt et de donner très tôt à la collectivité les orientations budgétaires. Ça a un défaut, et vous l'avez dit,
c'est qu'effectivement, d'autant dans les périodes d'incertitude, ne disposant pas encore des chiffres consolidés de l'État, on ne sait pas trop encore comment poser les équilibres. Écoutez, parce que vous qui n'aimez pas les chiffres et les classements, 28 novembre 2021, émission capitale M6, Toulon, 4e ville de France avec la meilleure santé financière. Pas moi qui le dis, c'est le capital. Donc, et quel est le rapport avec ce que je viens de vous dire? Ben oui, mais parce qu'on parle du débat d'orientation budgétaire. Parlez-moi des chiffres, parlez-moi de l'investissement, de l'épargne, de l'équipement. Que je dépense trop, que... je suis en train de vous dire, en fait, il ferait juste d'écouter ce que je suis en train de dire. J'arrive pas, j'ai pas encore eu un débat financier. Voilà, on me parle du plus de M. Cavana, du Crazy Horse, je sais pas, de tous les... Les investissements, mais vous ne répondez pas. On va parler de plein de choses. On a parlé de... Allez-y. On va parler de plein de choses. Oui, mais attendez, je ne vais pas vous laisser faire, je ne vais pas vous laisser parler Est-ce que vous me permettez de poser le contexte? Vous avez la parole, allez. Est-ce que vous me permettez de poser le contexte? Est-ce qu'il est hors sujet de dire qu'il y a des vertus à avoir ces débats tôt pour voter le budget tôt? Qu'il y a un défaut à cela, c'est qu'on n'a pas encore les chiffres consolidés de l'État. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle parce que alors, j'ai été 7 fois maire, je me suis jamais trompé, j'ai toujours voté des budgets en décembre et ma foi, les finances des collectivités que j'ai eu à administrer n'ont pas eu à en souffrir. Donc ça me parle. C'est pas vous qui allez me faire varier et dire quand on vote un budget en mars, on l'applique 3 mois après. Mais c'est ce mars, avril, mai, juin. C'est-à-dire qu'on a que 6 mois. C'est ce que je vous dis, voilà. Et c'est pour ça que je tiens juste à redire que ce débat, même s'il est vertueux de l'avoir tôt pour voter le budget... C'est la loi. Non, c'est pas la loi d'avoir le débat. Oui, d'avoir un débat d'orientation budgétaire, c'est la loi. C'est pas le débat d'avoir... C'est pas la loi d'avoir le débat en novembre et de voter le budget en décembre. Je dis d'ailleurs que c'est vertueux d'avoir cela. Je dis juste que la période et que l'État fou que vous soutenez... et qui est incapable de fournir des chiffres consolidés pour avoir un débat sain et serein, avec des chiffres réels de ce qui sera le cadre financier de communes qui sont placées sous coupe réglée de l'État, parce qu'elles n'ont plus leur autonomie fiscale. Pour soutenir celui-là, j'ai soutenu celui-là, parce que je ne veux pas soutenir le vote. Elles n'ont plus leur autonomie fiscale. Est-ce que le fait d'introduire... Je veux bien, vous avez jugé mon propos liminaire hors contexte. Ok, ça fait 5 minutes que j'essaye de vous placer une phrase. Souffrez juste de l'écouter, sans la couper. Elle est liée au sujet, elle est liée à l'État et au financement et aux ressources qui sont dans ce rapport. Et donc au débat que nous devons avoir, nous devons parler de ces ressources. Donc je reprends, je vais prendre 30 secondes pour ça, après m'avoir fait perdre 5 minutes. Donc s'il est louable d'avoir ce débat tôt et de voter le budget tôt, il est regrettable tout de même que nous ne puissions pas, par l'effet du calendrier, des carences et de l'état fou, des incompétences de cet État, d'avoir des chiffres consolidés pour parler de ressources notamment palpables. Je vous remercie de cette attention d'1 minute. Si le maintien des taux de fiscalité, et on a beaucoup débattu de ça, on a beaucoup demandé, beaucoup réclamé la baisse de ces taux de fiscalité. Depuis quelques années, le maintien, parce que quand on se regarde, on aime aussi se comparer aux autres, ce maintien fait preuve d'une bonne santé financière, nous l'avons déjà dit, mais aussi ce maintien des taux avec l'augmentation mécanique des bases dont nous ne connaissons pas encore les taux, mais qui sera très probablement de 6%, pour suivre la partie de l'inflation, signifiera pour les Toulonnais une augmentation de leur impôt en valeur, mais pour une fois, nous n'allons pas vous demander expressément, nous n'allons pas projeter une baisse de ces taux. Je pense là aussi que la chose peut être entendue et qu'elle est directement liée au sujet. Nous n'avons pas, et nous nous inquiétons dans les ressources, de la compensation d'ailleurs fiscale que l'État est censé nous apporter. Parce qu'avec l'inflation galopante, l'État va continuer à nous apporter la part de fiscalité issue historiquement de la taxe d'habitation, en euros constants, ce qui ne correspondra pas aux besoins financiers de la commune. Alors, le prochain budget que l'on va certainement avoir aux voix au mois de décembre, que devra-t-il, selon nous, avoir de plus, ou quelles sont les actions sur lesquelles il faudrait peut-être
apporter un souci plus particulier que celui qui est esquissé dans le rapport de ce débat. Nous voulons le réarmement moral de la police municipale et nous voulons par exemple avoir dans le budget primitif qui intervient un retour réel de l'îlotage. Et nous espérons qu'il sera présenté un véritable plan d'îlotage loin de ce qui est aujourd'hui affiché. S'il y a eu le bénéfice d'un véritable poste de police municipale dans la basse ville de Toulon, celui qui nous a été présenté à Saint-Jean-du-Var n'est en fait qu'une salle de pause, sans présence d'îlotage. Nous souhaitons donc cet îlotage. Mon collègue Koutsef en parlait tout à l'heure, les bornes d'alerte, hélas, qu'il va peut-être falloir accentuer. Il sera peut-être bon au budget à la fois de nous apporter le coût de ces bornes et peut-être un rapport sur déjà l'année et demie d'utilisation et peut-être son accentuation. Réaffirmer nos identités, on doit aussi le lire dans le budget qui sera mis à nouveau au mois de décembre. Il y a des choses qui coûtent pas cher, hein, et si on se félicite du renouvellement chaque année de la crèche animée sur le marché de Noël, pourquoi pas l'installation d'une petite crèche, symbole de nos identités et de ce lien qui doit exister à nos traditions. Une crèche, pourquoi pas dans le hall, et ça coûte rien, ou si peu. Nous voulons aussi un plan de lutte contre la fraude et les incivilités. Parler aussi d'un certain nombre de coûts. Par exemple, c'est un des débats que nous avons déjà abordé. On n'avait pas voté cette augmentation pour certaines parts. Parler des centres de loisirs et de vacances. Est-ce qu'on va maintenir l'augmentation forte pour un certain nombre de Toulonnais de la classe moyenne, c'est toujours eux qui payent plus que les autres, au bénéfice de certains? Nous pourrions discuter des chiffres, mais les chiffres, attendons peut-être qu'ils soient un peu plus consolidés lorsque nous aurons le vote du budget en décembre. Ceux qui sont esquissés ne servent qu'au débat de l'orientation budgétaire, d'ailleurs qui ne se vote pas. En fait, on ne donne qu'acte que ce débat a eu lieu. Mais 2023 ne sera pas que le débat des orientations budgétaires, et c'est peut-être ce qui nous apporte le plus de soucis, car il y aura en 2023 un débat d'orientation judiciaire. 2022 a marqué son empreinte de graves décisions qui ne concernaient que le conseil départemental. 2023 touchera un peu plus notre commune et son premier édile, à la justice de faire toute la lumière sur les faits, mais il ne peut pas être écarté que dans les incertitudes financières qui sont les nôtres, il y aura aussi à retrouver une quiétude dans ce secteur-là, et que l'on s'écarte des tumultes passés. On parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, les années 80 à Toulon, qui nous ont déjà fait tant de mal. Je vous remercie. Bien. Je ne vous répondrai pas. C'est tellement bas, tout ça. Vous jugez... Enfin, je ne dis rien parce que vous y êtes passé, vous savez, l'accusation, vous en avez eu. Et donc, écoutez, on va parler du débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, vous me donnez acte qu'il y a eu débat d'orientation budgétaire et il faut un vote de l'Assemblée pour cela, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. C'est adopté et je vous en remercie. Allez, Madame Massy. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est des délibérations habituelles chaque année. C'est la signature de la convention avec le Centre de gestion de la fonction publique qui prévoit 5 missions, le secrétariat des conseils médicaux, une assistance juridique, une assistance de recrutement, une assistance de fiabilisation des comptes et la désignation de référent laïcité. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. La sécurité civile. Oui, c'est la signature de la convention de mise à disposition des communes d'un logiciel d'alerte à la population qui se fera par la diffusion de messages vocaux sur les téléphones fixes et messages écrits, SMS, sur les téléphones mobiles et par courrier. Qui est favorable? Défavorable, c'est adopté. Allez, Robert. Merci, Monsieur le maire. La première délibération est une prise d'acte. On prend acte de la transmission du rapport annuel et du PS du crédit municipal de Toulon. Qui est favorable?
Défavorable. Abstention. C'est adopté. Je vous en remercie. Robert. C'est l'addition en non-valeur des créances irrecouvrables, c'est-à-dire que le comptable a fait tout ce qu'il a pu pour recouvrer les sommes, mais c'est financièrement impossible, elles sont acquittées, décès, absentéité, etc. Monsieur Flan. Vous en avez assez dit. Qui est favorable? Défavorable. On va vous ressortir certaines choses. Sur les services. La suivante, la 2103. Bien, nous avons déjà vu dans une délibération précédente qu'on allait passer à l'instruction comptable M57, ce qui entraîne certains petits changements. Et dans le cadre de l'instruction M57, le mode d'amortissement retenu est le mode linéaire. Et ce mode d'amortissement se fera au prorata temporis, alors qu'auparavant il se faisait sur l'année N+1. Qui est favorable? Défavorable. Abstention. C'est adopté. Allez, la 04. C'est une autre conséquence du passage à la M57. On appure le compte 1069 par le compte 1068, étant entendu que ces deux comptes disparaissent avec la M57. Qui est favorable? Défavorable. Abstention. C'est adopté. Je vous en remercie. La 05. Nous signons une convention de remboursement partiel avec la métropole dans le cadre de la taxe d'aménagement majorée perçue sur le secteur Nord-Démocratie. TPM a financé un certain nombre de travaux qui relevaient de sa compétence. On lui resserre la part qui lui revient sur la taxe d'aménagement. C'est normal. Qui est favorable? Défavorable. Abstention. C'est adopté. Robert, tu poursuis. La Chambre régionale des comptes avait souhaité que les différentes conventions qui nous liaient avec le RCT soient regroupées à une seule convention. C'est ce que nous avons fait. On vous demande de l'approuver. Nous avons revu bien évidemment le montant des redevances annuelles, étant entendu par ailleurs qu'il y aura tous les 3 ans une clause de revoyure pour revoir justement le montant de ce loyer. Qui est favorable? Excusez-moi. Défavorable. Monsieur le maire. Ah, vous vouliez parler? Oui, merci. Vous le savez, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois. On se félicite de l'arrivée de cette convention qui permet de rassurer et de consolider les avantages en nature et les avantages en matériel, même contre euros sonnants et trébuchants que l'on facture au Rugby Club Toulonnais, ce qui permet à la fois d'éclaircir les comptes du RCT, ce qui était notre inquiétude, c'était d'avoir un jour un contrôle qui détermine qu'on aurait, que le Rugby Club Toulonnais aurait en minorant un certain nombre d'avantages, présenter des comptes qui n'étaient pas conformes, et donc cette exigence que la Chambre régionale des comptes, elle, que vous avez un peu plus entendu que les élus du RN, soit, mais que cette demande de la Chambre régionale des comptes soit observée, et on s'en félicite. Il s'agit de la convention d'occupation du stade Mayol avec la fixation d'un loyer. Il ne s'agit pas des comptes de la SASP. Sauf que la SASP présentait d'autres choses dans ses comptes, et donc il fallait épurer cela, et cette convention le permet. Je vous remercie. Allez, qui est favorable pour ce dossier? Défavorable, abstention, elle est adoptée. Robert, contrat public. Nous passons un groupement de commandes à l'ECCAS pour les marchés des colis de Noël de nos aînés. Je vous rassure, c'est pour la période 2023-2026. C'était le décembre 2022, on a ce qu'il faut. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Allez, Robert. On vous transmet pour information le rapport définitif de la CRC sur la gestion du Hyères Toulon-Var basket. Puisque comme nous subventionnons, nous recevons le rapport de la CRC. Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. Alors, là, il y a dossier quand même. Je pense que il faut... J'étais ici au mois de juillet, le premier à vous demander de soutenir le Hyères Toulon Basket pour la saison à venir, qui était en difficulté en fin d'année. Ça a été fait. Et la saison qui se déroule, on sait, est très très compliquée. Il y a des raisons à ça. J'avais pas chargé, mais bon, l'ancien président qui a été... l'ancien président qui a fait des déclarations. Je pense que c'est intéressant au vu de ce que dit la Chambre régionale des comptes sur le HTV, d'entendre ce que dit l'ancien président Garcia du HTV. Donc lui, publiquement,
parle de fausses déclarations de chômage partiel, de détournement de recettes des buvettes de la saison, de paiement en liquide de certains joueurs, rémunération de la maire, de la secrétaire de l'association sur fausse déclaration, montage illégal des contrats des joueurs par le manager, triplement de la masse salariale entre 2018 et 2019, les comptes qui ont été communiqués, d'après ces mots, sont faux, les tentatives de rémunération de la secrétaire de bureau qui est l'épouse du manager alors que c'est illégal, le manager couvre les absences des autres salariés, et je peux continuer. Donc il faut, je pense, entendre ce que dit l'ancien président Garcia au vu, monsieur le maire, de ce rapport accablant, et croyez-moi, moi qui évolue dans ce milieu-là depuis 25 ans, sur le basket, le HTV, c'est accablant ce qui est dit. Il y a deux volets. Il y a le volet de la cession des droits de 2018, donc là, au Paris Basketball. Je ne vais pas vous faire l'intégralité des éléments, mais ce que je peux vous dire sur cela... Alors, attendez, évidemment. Je reprends mon document. Alors, il y a eu quand même... Bon, on peut... donc, sur la session au Paris Basket, il y a des éléments qui sont quand même très troublants. Vous le savez, il y a eu une assemblée générale le 11 juin 2018, où tous les élus locaux ont été tenus à l'écart. Donc, lors de cette assemblée 2018, ultra importante, il y a eu, dans un premier temps, le fait que la société, donc, qui a changé de nom, qui est passée d'une société anonyme objet sportif à une société anonyme sportive professionnelle. Donc, ce changement juridique, qui peut sembler anodin, a une importance. C'est qu'en changeant ça, le préfet n'avait plus le regard sur la cession des parts. Le même jour, les parts sont passées de 75 € à 7,50 €. Et 7 mois plus tard, l'association rachète pour 660 € de parts à des petits porteurs. Donc au lieu de les payer 49 500 €, ils les ont payés 4 900 €. C'est ce que dénonce la Chambre régionale des comptes. Je pense que c'est quand même assez important de le signaler. Il y a des cumuls dérangeants de la part des dirigeants. Il y a un rôle, je le cite puisqu'il est cité, de M. Philippe Leniam, qui est qualifié comme l'architecte de l'opération, considéré comme le directeur général bénévole de l'association, une mention sans aucune consistance juridique, selon la Chambre. Il anime les débats de l'Assemblée générale extraordinaire, ayant validé la session, qu'il avait présenté ce jour-là comme un scénario incontournable, alors qu'aucun texte officiel ne le désigne comme le directeur général de l'association. Il était en revanche... Vous allez lire le rapport complet, là? Non, 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 mais... Eh non, 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 mais mais oui, 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 c'est comme votre collègue de gauche. Non, mais... Celui-là... Monsieur le maire, il y a quand même eu... Mais quel rapport avec la délibération? La délibération, c'est qu'il y a des élus qui ont siégé, il y a des élus. Je dois vous dire que nous avions à l'époque alerté et le procureur de la République et le président de la Chambre régionale des comptes avec le maire d'hier sur tout ce que vous venez de dire. Donc, si vous nous lisez le rapport... Je ne lis pas le rapport. Mais oui. De toute façon, pour parler du rapport, il faut bien avoir lu. On est responsable. Ben, bien sûr. Le fond du rapport, c'est le procureur de la République qui le fera, c'est pas nous. Vous savez, ne jugez pas avant un juge. Non, je ne juge pas du tout. Je dis simplement que là, par exemple, la Chambre régionale dit que, oui, en substance... Mais on l'avait alerté. Mais on le sait ce qu'a dit la Chambre régionale des comptes. Je ne comprends pas la raison pour laquelle vous vous attardez là-dessus. Parce qu'il y a un moment, il y a des élus... Oui, mais je vous l'ai dit, les élus ils n'étaient pas invités, vous le savez très bien. Mais en 2018. Et donc on a écrit au président de la Chambre régionale des comptes et on a dénoncé ces faits avec le maire de la ville d'hier et on a écrit au procureur de la République. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a pas été invités, ils ont vendu le club, on ne va pas refaire l'histoire et du basket. La question n'est pas de refaire l'histoire. Mais on en est où? Moi j'ai une délibération, là, voilà. La Chambre régionale. Non mais il y a des subventions qui sont données au club qui ne sont pas surveillées. Non, non, non. C'est ce que dit la Chambre régionale. Oui, mais justement, elles ne sont pas surveillées parce qu'on ne nous a pas permis de les surveiller. Voilà.
Et on a porté plainte pour le Mais alors, la question se pose de savoir quid des futures subventions pour le HTV. Mais attendez, c'est vous le premier qui m'avez demandé de subventionner la... C'est ce que je vous dis, je dis moi-même le premier, je suis très étonné de ça. Changé, c'est plus du tout le même club, on joue en N2, on jouait en Pro A et en Pro B, donc ne comparez pas les choses qui ne sont pas comparables. Laurent, tu peux répondre très rapidement. Oui, parce que la Chambre régionale des comptes, elle porte sur une période avant l'arrivée de M. Garcia dont vous parlez. Oui. D'accord, premier point. Elle dit juste que, à la vue des subventions, le rendu d'évaluation des subventions mériterait d'être amélioré. C'est pas la même chose, qu'il n'y a rien eu. Elle dit, en nous concernant uniquement, le rendu fait par le HTV de leur action pourrait être mieux mesuré. Et étant donné que nous étions participants, ils nous envoient copie du rapport, et je rappelle qu'il concerne le HTV. Après, nous n'avons pas matière à ingérer dans la vie interne du HTV. Quand bien même on y siégerait en tant que représentant de la collectivité, on ne peut pas. M. Garcia a été président d'une association, pas d'une SASP, qu'il a décidé de quitter. Aujourd'hui, il intente des actions à l'encontre d'autres dirigeants et de l'association. À mon niveau, je pense c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas et on ne peut pas agir dessus. Donc, à mon sens... Monsieur Bonnet, j'entends ce que vous dites, mais quand une association, quand 74% du budget ce sont des subventions, je veux dire, il appartient quand même aux collectivités de regarder ce qui s'y passe et ce qui s'y fait. On a regardé, parce qu'on a porté, on a regardé, on a dénoncé tous ces faits, un seul temps. Voilà. Allez, si vous le permettez, on va prendre acte, puisqu'on a c'est traduit pour une bonne. Voilà, pour information. Voilà. Allez, qui est favorable? On a pris acte, défavorable. Ça, moi, je ne suis pas juge. Voilà. Bien, allez, la culture, amiral, à vous. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit non pas d'une inondation comme sur mon bureau, mais de changer la dénomination d'une voie à la demande des riverains. C'est une petite voie étroite qui s'appelle chemin et qui souhaite nous faire appeler en impasse et pour permettre aux gens qui ne connaissent pas d'essayer de s'y engager, puisque le retournement est très difficile. Voilà, il y a une raison de s'opposer à cette demande. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Virginie, la politique de la ville. Oui, monsieur le maire, merci. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention France Service pour la labellisation d'une nouvelle maison France Service au sein de l'espace Beaucaire. Après la labellisation de la maison France Service de la maison des services publics de Sainte-Mus en octobre 2021, qui a été un franc succès, vous avez souhaité, monsieur le maire, que les territoires ouest de Toulon puissent bénéficier de cette même offre d'accession aux services publics pour la population. Et c'est donc la labellisation de ce nouvel espace au sein de l'espace Beaucaire qui est concerné. Cela nous permet également de solliciter auprès de l'État un financement de 30 000 €. Il faut rappeler très brièvement que France Service, ce sont 2 agents de la ville qui gèrent ce guichet unique qui permet à la population d'avoir accès à 6 opérateurs comme la CAF, les caisses de retraite, la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi et 3 ministères partenaires, justice, finances et intérieur. C'est donc un réel service de proximité offert à la population. Vous avez tout dit. Monsieur. Mais je ne pensais pas voir un jour l'amiral gêné d'avoir autant d'eau autour de lui. Assurez-vous de toutes ces remarques. M. Navarane, on parle de France Service, on parle de France Service à Beaucaire. Autrement, je vous arrête. Voilà. Sur cette délibération, voilà, la Beaucaire va bénéficier encore de nouveaux services. A priori, à la Beaucaire, il ne manquera plus rien, puisqu'ils ont tout, et plus que tout, et plus que beaucoup d'autres. On aurait pu mettre une maison France Service dans d'autres zones que la Beaucaire pour les quartiers ouest. On aurait pu aller la mettre aux 4 chemins, ce qui aurait permis d'apporter les services un peu aussi à tout le monde. Mais voilà, on s'abstiendra sur cette délibération, mais en tout cas à la Beaucaire ça va. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté et je vous en remercie. Alors, c'est moi qui vais rapporter ce droit. Voilà. C'est facile. Remise gracieuse à divers redevables, c'est 317 €, c'est quelques
ne peut pas payer sa fourrière. Qui est favorable? Défavorable, abstention, il est adopté. Docteur Angelouti, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit d'attribuer 2 subventions à 2 associations qui ont remis leur dossier un peu en retard. Donc l'association Loisirs Solidarité des retraits de TTT pour un montant de 550 € et l'association familiale toulonnaise pour un montant de 500 €. Madame Roussel ne participe pas au vote. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Monsieur Mali, vous reprenez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Le 23 juin 2017, la ville avait acté l'engagement d'une subvention prévisionnelle d'un montant de 19 742 € au bénéfice de Monsieur Raffin, qui représentait la copropriété 6 rue Jean Écart. Et aujourd'hui, Monsieur Raffin n'est plus le représentant de cette copropriété. Il s'agit tout simplement de modifier le bénéficiaire de la subvention qui devient le syndic de copropriété 6 rue Jean Écart. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Qui poursuit? Le 22 juillet 2022, nous avions décidé de lancer une nouvelle campagne de rabattement de façade obligatoire pour la période 2022-2025 sur le quartier du Pont du Las. Quelques erreurs matérielles s'étaient glissées et dans la délibération et dans les annexes. Il s'agit tout simplement de les rectifier. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté. Laurent, Lisbon. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'attribuer des subventions à 14 associations sportives pour un montant total de 71 300 €. Qui est favorable? Défavorable, c'est adopté. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'attribuer 4 subventions dans le cadre du FISAC Centre-Ville, qui, je le rappelle, vient d'être prorogé grâce à votre intervention d'1 an. Il devait s'éteindre au 13 décembre 2022. Il est prorogé jusqu'au 13 décembre 2023, donc les 4 subventions, pour un total de 17 759 €. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté et je vous en remercie. Éric, des bâtiments scolaires. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il s'agit de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer une convention de partenariat entre le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Var et la ville de Toulon dans le cadre de la réalisation d'opérations pilotes concernant la végétalisation et la requalification paysagère de la cour d'école de l'élémentaire Fort-Rouge. Qui est favorable? Défavorable, c'est adopté et je vous en remercie. Éric, tu poursuis. Oui. Cette fois-ci, il s'agit donc d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux que nous allons réaliser avec l'accueil de loisirs Strassel, qui consiste à réaménager l'ancien logement et au profit de l'établissement de loisirs, et notamment aux adolescents. Et enfin, sur le stade Mayol, la rénovation de l'éclairage sportif et des écrans géants. Les géants, en quelques années, on essaie de les conserver tant qu'on peut. S'il faut les changer, on les changera. Qui est favorable? Défavorable, c'est adopté. La séance est levée. Monsieur le maire, non, excusez-moi. Ah, c'est vrai que ce monsieur a une question. Allez, vous avez la parole. Je vous remercie pour une question orale. Permettez-moi d'introduire par un propos qui n'est pas de moi. L'accueil de l'Océan Viking et la gestion de ces migrants crée un précédent d'une grande gravité. Au moment où je vous parle, les migrants sont libres sans que leur situation ait été examinée. Je déplore l'accueil de l'Océan Viking et que ces 234 migrants qui étaient à son bord, une décision prise à la hâte par manque d'anticipation et de moyens accordés à la justice. Certains migrants sont aujourd'hui dans la nature, sans entrave et surtout sans que leur statut n'ait été examiné et sans que les moyens légaux pour les encadrer. Certains mineurs ont déjà fugué, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir ces navires. Hier, nous acceptions un navire. Demain, que ferons-nous quand d'autres se présenteront? La question concerne l'avenir de Toulon, sa sécurité, sa tranquillité, celle de ses habitants, ce à quoi nous devons nous attendre quand d'autres navires se présenteront. C'est pas moi, c'est le sénateur Michel Bonus qui a tenu ses propos à la tribune du Sénat et une fois n'est pas coutume, là aussi j'y souscris. Moi je suis allé voir ce village de vacances dans lequel les migrants étaient. Il fallait secourir en mer ces gens, mais ne pas céder à un chantage. Ces gens, on leur a tout accepté, ce sont des malheureux qui sont comme ça, rançonnés par des mafieux. Le fait de les avoir accueillis sur nos côtes crée un précédent directement lié à notre ville. Vous avez vous-même dit d'ailleurs que Mme Mélanie aurait dû les accepter. Je rappelle que quand ils sont secourus au large de la Libye, les côtes les plus sûres, les ports les plus sûrs sont sur les côtes africaines et pas sur les côtes européennes. Il fallait les sauver de la mort. Je rappelle quand même
que sur ce bateau, il y en a 4 qui ont été élitreillés juste avant d'arriver à Toulon, et que les 4 se sont retrouvés dès le lendemain au village de vacances. Je ne dis pas que c'était une partie de plaisir pour eux, mais enfin, ils n'étaient pas non plus à l'article de la mort. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. 4 seulement de ces migrants sont encore sous contrôle, 2 qui auraient été expulsés, 2 en attente d'expulsion. On affrète un avion d'ailleurs à chaque fois pour les expulser 2 par 2, avion spécifique pour les 2. Ma question, monsieur le maire, pour juger plus globalement et encore mieux de la situation et sa transparence, pouvez-vous nous préciser les informations que l'État a bien voulu vous transmettre avant d'accueillir le bateau, mais aussi pendant et maintenant après, au vu du désastre que je viens de citer? Je vous remercie. Je voudrais conclure par une phrase de Camus. Le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou restaure le fascisme. Je voudrais dire simplement que, conformément à la coutume de la République, on m'a informé de l'arrivée à titre exceptionnel de ce bateau 48 heures avant son accostage dans le port militaire. On m'a indiqué que la ville de Toulon n'aurait aucunement en charge ces rescapés, que l'État s'acquitterait de l'ensemble des procédures administratives et judiciaires. J'ajouterai à votre question, sans objet municipal d'ailleurs, que face à un drame humain imprévisible, la France s'est honorée en accomplissant son devoir humanitaire. Exploiter, instrumentaliser ce drame serait par nature indécent et misérable. Quand un homme se noie, on lui tend la main avant toute chose. C'est cela être humaniste. Pour ma part, je considère que le premier port militaire de France ne doit pas continuer à accueillir d'autres bateaux que des bateaux militaires. Voir entrer dans ce port un bateau humanitaire doit rester une exception. Oui, la France et l'Europe doivent désormais travailler pour mettre en place des mécanismes internationaux nécessaires afin que pareille situation ne se reproduise pas et veiller à ce que le droit maritime soit respecté par tous. Personnellement, en tant que maire d'un port méditerranéen, pas maire du port militaire, je n'ai pas les yeux sur le port militaire, je m'opposerai à toute nouvelle exception à cette règle. En attendant, l'humanité. Je conclus par ce qu'a dit fort justement Camus. J'ai commencé par cela et je termine par cela. Je préfère la babouche. La séance est levée.